va être au centre. Et il me semble que le fait de dire la vie du client est au centre, eh bien, on n'a pas toujours la possibilité dans notre cabinet de faire ça, mais ça, c'est un rêve de faire monter le client sur une scène. Ce serait vraiment génial si on pouvait faire ça à chaque conversation narrative, que nous ayons dans notre cabinet une scène où le client puisse monter sur scène. Donc voilà, un grand merci. Alors, l'affûtage de questions. Merci d'être là tout d'abord. Voilà, bienvenue à Bordeaux, la seule ville où il ne pleut jamais, où il n'y a jamais d'embouteillage. C'est quand même formidable de pouvoir participer à une conférence internationale sans devoir parler anglais. Ça, je trouve ça génial. C'est juste un vrai bonheur. L'affûtage de questions. Les questions, c'est ça, c'est tout ce qu'on a. Nos questions, c'est tout ce que nous avons. C'est, comme le disait Stephen Madigan, ce sont nos pinceaux, ce sont nos protest songs, ce sont nos chansons à texte, ce sont nos pinceaux. Si l'on considère, et si vous voulez bien considérer l'approche narrative, la conversation narrative comme une forme d'art, comme une forme d'intervention qui a beaucoup de similitudes avec le développement d'une créativité artistique, notre outil, là où le peintre a ses pinceaux, là où le musicien a sa guitare, ce sont nos questions. C'est pour ça qu'on se focalise tellement, que c'est tellement intéressant de regarder comment fonctionnent les questions et pourquoi certaines questions nous permettent. David Epstein dit « Chacune de nos questions peut ouvrir une nouvelle vie pour notre client ». Chacune de nos questions peut ouvrir une nouvelle vie. Et cette réflexion de savoir c'est quoi une bonne question, c'est quoi comment c'est les questions qui marchent. Il y a certaines questions. David Epstein dit aussi, vous savez à quoi on reconnaît une bonne question narrative? Quand le client répond je ne sais pas, oui, ça c'est bien aussi. Elle surprend, tout à fait. Quand le client, c'est vrai ce que tu dis, quand le client dit ah, je m'étais jamais posé cette question. Là, on sait qu'il y a quelque chose. Et puis qui part un petit peu en arrière, vous voyez, avec le disque dur qui se met à tourner. Donc, une question dont le client ne connaît pas la réponse à l'avance. Parce que si vous posez des questions dont les clients connaissent la réponse, eh ben, c'est de l'escroquerie, puisqu'il n'a pas besoin de venir vous voir, le client, pour s'entendre poser des questions dont il connaît déjà les réponses. Donc oui, c'est important que le client ne connaisse pas la réponse, puisque quand il ne connaît pas la réponse, ça l'oblige à chercher la réponse. Et chercher la réponse, ça veut dire construire une nouvelle histoire, aller chercher de nouvelles expériences, ou des expériences non sélectionnées dans le grand casting des histoires, et développer une histoire préférée. Non. C'est pas, quand David pose cette question, il dit on reconnaît une bonne question narrative parce qu'elle vous file la chair de poule quand vous l'entendez. Et d'ailleurs en anglais c'est goosebumps, donc c'est la chair d'oie, un petit décalage culturel, je ne sais pas pourquoi. Donc c'est quoi ces questions qui vous donnent la chair de poule? Comment est-ce qu'elles fonctionnent? Alors, je sais que beaucoup d'entre vous êtes des praticiens narratifs, des praticiennes narratives chevronnés. Il y a quelques visages connus et très connus dans la salle, d'autres un petit peu moins. Donc, chacun fait sa vie avec ses questions. C'est-à-dire que, comme un peintre, comme un musicien, la capacité à poser des questions, à fabriquer des questions, comme un artisan, c'est pour ça que ça s'appelle un atelier ici, comme un artisan, le tourneur de questions, le menuisier des questions, au début il casse du bois, il fait du copeau, et puis il jette des pièces, il en fait d'autres, il remet sur l'établi. Donc j'aime bien comparer ce travail de poseur de questions, de conversation narrative au travail du menuisier. Un menuisier d'art quand même, qui fait des jolies choses, mais qui les fait avec un tour de main. Et pour faire de la belle menuiserie, vous le savez, il faut avoir des outils bien affûtés. Pas que pour faire de la belle menuiserie. D'ailleurs, la métaphore de David Epstein, c'est de dire est-ce que vous confieriez votre vie à un chirurgien qui n'aiguise jamais son scalpel? Vraisemblablement pas. Et un menuisier
qui n'affûte pas ses outils, il va pas aller très loin, ça va pas bien fonctionner. Donc l'affûtage, c'est un moment important, et c'est un métier, c'est même un métier. Affûteur, c'est un métier différent de menuisier, de tourneur. C'est un art aussi, l'art de l'affûtage. Alors vous savez que dans un affûtage, il y a 3 temps. Il y a un temps sur la meule, un temps pour enlever les petites bavures et un temps pour polir. Eh bien, si je devais vous donner, avant de passer à l'exercice avec Florence, quelques petits points de repère qui n'ont rien d'universel, hein, comme le disait Rodolphe dans sa magnifique conférence d'ouverture, il n'y a que du particulier. Donc moi je vous propose mon particulier contre votre particulier. C'est pas de la théorie que je vous donne, mais dans ce travail-là, il y a quelque chose qui m'aide, c'est de me dire, l'approche, qu'est-ce que je fais? Ça sert à quoi ce que je fais? L'intention générale, c'est de ramener de la dignité, de la beauté, de la fierté dans la vie de mes clients. Donc déjà, je suis avec cette boussole un peu générale qui va orienter, qui va donner une espèce d'orientation générale à la conversation. Ramener de la dignité, de la beauté, de la fierté, aussi de l'amour et de la poésie dans la vie des personnes et dans la vie des groupes. Ça, c'est quelque chose de... c'est une chose de fond. C'est-à-dire que si vous gardez ça comme boussole, vous ne pouvez pas vous planter. Vous ne pouvez pas vous planter vraiment. Le pire que vous risquez, c'est d'être paumé, c'est d'être perdu dans une conversation, plus savoir quoi dire. Alors, vous pouvez toujours... vous avez un joker dans une conversation narrative, hein. Vous le savez, c'est de demander à votre client « Quelle est la question que tu aimerais que je te pose maintenant ?» Et il vous sort une super question en général. Mais vous ne pouvez pas faire toute une conversation avec cette seule question. Sinon, c'est le livre dont vous êtes le héros. Alors, une chose, il y a 3 d'expérience un peu, il y a 3 choses qu'on peut regarder dans la construction d'une question. La première chose, ça va être l'intention. C'est-à-dire que alors, la première chose, c'est déjà quand vous êtes en face de votre client qui vous répond à votre question précédente, c'est de ne pas être trop intelligent. Ça, c'est, comme vous le savez, hein, le praticien narratif, il vient d'un monde, on a tous fait des expériences, des études, des formations avant, on nous a appris à être intelligent. Et donc, pour être praticien narratif, il faut désapprendre cette forme d'intelligence où on pense savoir compris avant que l'autre ait fini de s'exprimer. Parce qu'à un moment donné, votre client est en train de faire sa réponse, il est en train de vous parler, et vous pensez déjà à votre question suivante. Parce que vous pensez avoir déjà compris ce qu'il dit, et donc vous savez déjà où vous allez aller, ce qui fait que la fin de sa réponse, c'est pas tout à fait pareil, vous l'écoutez pas tout à fait avec la même innocence, avec la même curiosité et la même intensité que le début. Vous êtes dans votre tête, vous vous recentrez dans votre tête et vous dites « Ah tiens, je vais lui demander telle chose ». Donc ce qui est intéressant, c'est de ne pas commencer à penser à la question suivante avant que le client ait fini de vous faire sa réponse précédente et que les vagues de ce que vous fait sa réponse précédente aient fini de se déposer en vous. Et c'est de construire à partir de ces vagues, de construire une intention. Donc le premier truc, c'est qu'est-ce que j'ai envie de lui demander, avec quoi je vais travailler, où est-ce que j'ai envie de lui proposer d'aller. Ça, c'est l'intention de la question. Alors souvent, on n'a pas une intention très claire. Souvent, il y a des questions qu'on pose. Si on vous demande « mais c'est quoi ton intention ?» c'est pas hyper clair, c'est juste de dire un truc. Ou bien de ne pas laisser de silence dans la conversation. C'est pas grave, le silence dans la conversation, ça fait partie de la conversation. Le silence, il se passe plein de trucs pendant le silence. Donc là aussi, il faut se déprogrammer un peu. On nous apprend à ne pas laisser de silence. Sauf les psychanalystes, pour qui c'est une base de travail. Donc la première chose, l'intention. L'intention, c'est où est-ce que j'ai envie d'aller dans cette randonnée qui est la conversation narrative. Non, je n'ai pas dit du mal de la psychanalyse, je respecte profondément la psychanalyse. Profondément. De même que je respecte profondément l'aviation du début du XXe siècle, les biplans, Lindbergh. Donc ça, c'est la première chose.
Deuxième chose, il y a l'exécution de la question, c'est-à-dire cette intention, comment est-ce que vous allez la mettre en mots. Et c'est la deuxième couche, hein, à partir d'une intention claire, vous pouvez avoir une question qui exprime directement l'intention, ou et vous pouvez avoir la question qui va exprimer l'intention, mais un petit peu avec un petit peu de décalage, ou avec de la poésie. Et puis la troisième couche, éventuellement, c'est la scénarisation. C'est-à-dire que vous allez rendre votre question magique en mettant de la poésie, une métaphore, quelque chose d'un petit peu magique. C'est cet ingrédient-là qui fait les questions qui donnent la chair de poule. Alors on n'y arrive pas tout le temps, hein, il n'y a que David Epstein et Michael White qui arrivent à poser tout le temps des questions qui donnent la chair de poule, et encore, si on leur demandait, ils diraient non, pas du tout, moi je pose des questions en me laissant guider par les réponses du client. Donc c'est ça qu'on va un petit peu explorer aujourd'hui, et c'est ça qu'on va faire. La démarche d'affûtage, elle est comme une équipe à l'entraînement qui se fait des passes, c'est-à-dire qu'on travaille des questions pour le plaisir de travailler des questions, et pour affiner notre écoute des questions et notre capacité à fabriquer des belles questions, mais sans forcément chercher stratégiquement à résoudre un problème. Tout ça, c'est du ralenti. Tout ça, l'exercice là que je vous propose, c'est un film au ralenti. Parce que dans la vraie vie, on n'a pas tellement le temps de se regarder fabriquer des questions. On n'a pas tellement le temps de se demander, mais c'est quoi mon ingénierie personnelle de fabrication de questions? Parce qu'on est dans le match, c'est-à-dire qu'on est dans la conversation avec le client, et même si j'ai dit que les silences, c'est plutôt sympa, c'est plutôt OK, un silence d'un quart d'heure entre deux questions, ça peut déconcerter le client quand même. Donc voilà, on va démarrer. Vous êtes prêts? Oui. On y va? Oui. Alors, Florence, eh bien, ma première question serait qu'est-ce qui s'est passé dans ton esprit au moment où tu t'es dit tiens, je vais y aller et je vais me dévouer pour faire la cliente dans cet exercice? Parce que je me suis dit qu'en étant la personne partenaire, j'appréhendrais mieux le poids et la puissance des questions qu'en étant observatrice. Est-ce que tu as une idée d'où cette idée peut bien te venir? Je pars du principe qu'avec l'expérience, on apprend mieux qu'en lisant, en fait. Voilà, je suis partie du fait que l'expérience était plus forte. Est-ce que tu aurais un exemple dans ta vie d'un moment où l'expérience a été déterminante dans l'acquisition d'un nouveau savoir, par exemple? Eh bien, c'est quand j'ai commencé ma formation de coach, où je me suis entraînée, je me suis bien vautrée, et je me suis rendu compte des questions qu'il ne fallait pas poser. Et voilà, comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et là, je me suis dit qu'il n'y avait qu'en pratiquant que je peaufinerais mes questions. Là, je me suis dit, c'est encore une étape au-dessus. Allons-y. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Est-ce que quelqu'un qui t'aurait connu il y a longtemps ne serait pas du tout étonné de t'entendre citer ce dicton? Quelqu'un qui m'aurait connu il y a longtemps, c'est là où je dis c'est une bonne question. Quelqu'un qui m'aurait connu il y a longtemps. Non, je ne sais pas, honnêtement, non. Donc là, je fais une pause dans la conversation, je me tourne vers vous, et là c'est une question qui est refusée par le client. Vous voyez, par exemple. Et quand le client refuse une question, c'est pas grave, je remballe, je la remets sur l'établi, je la remesure et je la refabrique, et je reviens avec une question un peu moins, une marche un peu moins haute, une question un peu moins compliquée.
Florence, est-ce que cette façon d'apprendre par l'expérience, tu l'as déjà démarrée il y a plusieurs années? Oui, et en fait, maintenant, je repense à la question d'avant. Et en fait, je pense que quand je me remémore mes années étudiantes, je pense que l'apprentissage, à lire des bouquins, à apprendre des trucs par cœur, en fait, c'était pas ma manière d'apprendre. Voilà, la réflexion, c'est ça, c'est que c'était laborieux. Enfin, pour te donner un exemple, je crois qu'au bac en histoire, j'ai dû avoir 4. Voilà, donc apprendre des trucs, ça me plaisait pas. Et c'est là où je me suis rendu compte que pour moi, l'apprentissage, c'était pas en lisant, mais en m'entraînant, en pratiquant et en échangeant et en parlant avec les gens, je retenais mieux comme ça. Okay. Voilà. Attention, ça va bientôt être à vous. J'en pose une dernière et après, je vous passe le micro. Donc, Florence, ce que tu dis, c'est qu'il y a plusieurs façons d'apprendre. Il y a une façon d'apprendre scolaire, dans les livres, qui ne te convient pas tellement, d'où le 4 en histoire au bac. Et puis, il y a une autre façon d'apprendre qui est beaucoup plus, comme tu as dit, à travers l'expérience. Et cette façon-là d'apprendre, c'est ta façon préférée d'apprendre. Alors, comment est-ce que tu as appris à apprendre comme ça? Comment j'ai appris à apprendre comme ça? Je pense que j'ai commencé à apprendre comme ça à partir du moment où j'ai eu mon premier poste en fait de manager, parce que j'ai fait des études en business et là aussi les livres, ça, bon, j'avais appris à l'école, mais c'est en ayant fait mon premier boulot de manager où j'ai vu que j'avais fait des choses peut-être pas comme il fallait. J'ai eu l'immense, j'ai eu l'opportunité de changer de poste au bout de 2 ans. Ce qui fait que j'ai regardé ce que j'avais fait les 2 années passées, j'ai dit ça, je ne vais pas le refaire, ça, je ne vais pas le refaire, ça, je ne vais pas le refaire. Et quand j'ai pris mon 2e poste, je me suis basée sur ce que j'avais appris pour changer et améliorer ma méthode. Et encore 2 ans après, et en fait, ça a été ce processus-là que j'ai pu appliquer en changeant de travail, en regardant ce que j'avais fait qui n'avait pas fonctionné. Et c'est là où je me suis dit, finalement, c'est comme ça que j'apprends mieux que ce que j'ai pu apprendre en cours. Voilà. Je me réajustais. Voilà, c'est ça. J'ai fait des années de réajustement, en fait. Ok. Et pause. Et maintenant, la question suivante. C'est vous qui allez l'écrire et la poser. Donc, allez-y. Florence, qu'est-ce que les réajustements te permettent de rendre possible maintenant dans ta vie? Florence, qu'est-ce que ça dit de toi, cette capacité que tu as eue à réajuster? Florence, qui connaît ça, de ta capacité à réajuster? Alors super, on a formidable, bravo. Comme quoi, l'intelligence collective, c'est toujours un miracle. On a une question sur le paysage de l'action, une question sur le paysage de l'identité, une question sur le paysage de la relation. Donc c'est merveilleux. Ce sont des questions qui sont propres, qui sont classiques, vous voyez, qui sont pas, c'est pas des questions virevoltantes, c'est pas des questions qui dansent le flamenco, mais en début de conversation, on a 3 questions qui proposent un carrefour avec 3 routes. Une route vers le paysage de l'action, une vers l'identité et une vers la relation. Alors Florence, quelle est celle des 3 questions qui te... J'allais dire qui te plaît le plus, mais maintenant j'ose plus. Oui. J'aime bien la 2e question. La 2e sur le paysage de l'identité. Qu'est-ce que ça dit de toi? Alors attends. Donc, c'est pas le top 50, c'est pas un hit parade, on ne gagne rien, on ne perd rien. Donc si votre question n'a pas été sélectionnée par le client, vous avez vu tout à l'heure, elle m'en a renvoyé une dans la figure, j'ai pas pleuré, j'ai pas... oui. Donc ça n'est pas grave, c'est un exercice, c'est un atelier, on se fait des passes, des fois, voilà. Donc quand Florence a choisi ta question, Geneviève, donc je t'invite à lui poser officiellement, puisque pour pouvoir y répondre, il faut que tu la poses. Florence, qu'est-ce que ça dit de toi, cette capacité que tu as eue à te réajuster? Ta question
me fait réfléchir à deux choses en fait. Elle me fait réfléchir à, effectivement, qu'est-ce que ça dit de moi de me réajuster. Et ça m'interroge aussi dans un deuxième temps sur qu'est-ce que ça dit de moi aussi de ne pas avoir été capable d'apprendre par les livres. Ça me fait réfléchir à ça également. Voilà. Donc, du côté, qu'est-ce que ça dit de moi, j'ai envie de dire que ça me permet de garder une réflexion, une gymnastique intellectuelle perpétuelle, de me remettre en cause à chaque fois. Et en même temps, je me dis, il faudrait peut-être un jour que je réfléchisse sur pourquoi ça m'a tant barbé de peut-être lire des bouquins ou d'avoir le sentiment d'être obligée de lire des choses dans des livres et de me dire, il faudrait quand même quelque part que je m'y remette aussi parce que je pense que je passe aussi à côté d'autres choses. Tu définis à travers cette réponse deux conversations possibles. C'est ça. Une conversation sur la gymnastique et le fait de te maintenir dans une gymnastique et dans une remise en question, et une autre conversation possible finalement sur ce manque d'appétit que tu as eu pour la façon traditionnelle d'apprendre. C'est ça. Si on devait emprunter l'une des deux voies et explorer plutôt l'une ou l'autre des conversations, vers où est-ce que tu aimerais bien, ta curiosité te porterait vers laquelle? Plutôt vers la première, par le fait de m'interroger. En fait, j'ai l'impression de mieux connaître ce côté remise en cause et gymnastique intellectuelle. Donc, j'aurais plutôt envie de creuser l'autre versant qui reste un peu mystérieux pour moi. C'est-à-dire, si tu peux le répéter. Donc, de comprendre voilà pourquoi j'ai peut-être pas eu cette appétence pour les livres et de me dire tiens, est-ce que c'est pas le moment de m'y remettre aussi et comment je pourrais faire pour que ça rentre mieux que ça ne rentrait il y a plusieurs années. À vous de poser la suivante. Alors moi j'ai envie de poser cette question. Qu'est-ce que cette appétence pour les livres viendrait nourrir chez toi? Et Cécile. Ma question serait, quel est le dernier ouvrage que tu as acheté et dans quelles circonstances? Florence, y a-t-il un livre que tu regrettes de ne pas avoir lu? Il y a une question sur l'identité. Qu'est-ce que cette appétence sur les livres viendrait nourrir chez toi? Qui est une question parce que tu poses, on voit un problème qui montre le bout de l'oreille. Dans cette dernière réponse, c'est peut-être que j'aurais dû lire, j'aurais peut-être dû avoir plus d'appétence pour les livres. Donc on a un petit, on voit un tout petit peu comme une harmonique, une harmonie qui s'esquisse dans ce j'aurais peut-être dû. Quand votre client vous dit j'aurais peut-être dû, c'est qu'il y a un système, normatif qui se met en place quelque part. Donc, il y a cette question-là. Deuxième question, c'est quel est le dernier livre que tu as lu? Hein, c'est ça? Et la question, comment ton prénom, Olivier? La question d'Olivier, c'est quel est le... Vas-y encore, quel est le livre que tu regrettes de ne pas avoir? Voilà, le livre que tu regrettes de ne pas avoir. 3 questions. Alors je vais prendre la première. La deuxième question, Acheter. c'était le dernier ouvrage acheté. Le dernier ouvrage acheté dans quelles circonstances? Ah, dernier ouvrage acheté dans quelles circonstances? D'accord. Et tu vas prendre la première, c'est ça? Oui. Tu peux dire quand même un truc sur la deuxième question? Tu peux dire un truc sur les 3. Tu peux dire tout ce que tu veux, comme tu es la cliente, tu es la reine, tu es sur scène. Alors, j'ai choisi la première question, mais quand même pour la petite histoire, le dernier livre que j'ai acheté, c'était il y a 3 semaines, un mois, et c'est le livre de Dina. Donc, je voulais le dire quand même. Et une petite pub pour le livre de Dina. Que j'ai adoré, voilà. Mais voilà, je vais quand même choisir la première question pour l'exercice. Okay. Alors, 2 choses. Tu vas poser ta question, Olivia, mais quand même dans la parenthèse, puisque Florence a ouvert une parenthèse et elle nous donne une exception dans sa parenthèse. C'est très intéressant parce qu'avec un sourire merveilleux, elle dit « j'ai acheté un livre, je l'ai lu, je l'ai adoré ». Donc voilà quand même une parenthèse qui répond à la question de Cécile. Et Olivia, tu vas poser ta question, mais la question de Cécile, c'est comme les herbes qui poussent au milieu des pavés, vous voyez, dans les villes. On est dans une conversation, on est dans un processus qui est assez rigoureux, pour qu'on puisse avoir ce mode de travail. Et puis à un moment donné,
Cécile, tu poses cette question, et Florence dit, je vais répondre à l'autre question, je vais pas répondre à cette question, mais quand même j'y réponds. Donc, on est obligé de tenir compte de ta parenthèse, on est obligé de tenir compte de cette herbe folle qui pousse au milieu du mur, et de dire, tu l'as dit, donc ça fait partie de la conversation, donc c'est du matériel, ça joue. Voilà, je dis ça, je dis rien. Alors, Olivia. Donc, Florence, qu'est-ce que dans cette appétence pour les livres viendrait nourrir chez toi? Ça, j'aimerais, ça viendrait ouvrir plus de voies, me permettre de voir peut-être encore plus loin que ce que je vois maintenant, de voir différemment. Pour reprendre l'exercice ou la virgule, la parenthèse de ce matin, pour m'aider à sortir encore plus de mon cadre. Comment tu le sais? Comment je le sais? Puisque tu ne le lis pas. Parce que je lis un petit peu quand même. Ah bon? Ok. Mais pas assez. Pas assez. Mais oui, parce que quand je le fais, je vois bien que ça m'amène à plus de réflexion. Et c'est vrai que des fois je me dis, encore un peu plus, ce serait bien. Mais il faudrait que je prenne ce temps-là. Tu as dit, il faudrait que je prenne ce temps-là. Sur quel système tu te bases pour dire, il faudrait que je prenne ce temps-là? C'est-à-dire qu'il y aurait un temps idéal que tu devrais prendre pour lire, et qui serait un peu plus important que le temps que tu prends maintenant? Oui, parce que j'ai jamais aimé cette expression. Déjà, je n'ai pas le temps, donc je fais attention. C'est pas que j'ai pas le temps, c'est que je le prends pas. Parce que le temps là, après, c'est qu'est-ce qu'on fait de notre temps. Et des fois, je me dis peut-être qu'au lieu de traînasser ou de regarder une ânerie à la télé, j'aurais mieux fait d'ouvrir un livre. Bon, c'est riche ça. Il y a de quoi faire. Alors, faites la suivante. La question suivante. Sachant qu'on approche d'un moment où je vais vous demander de changer de ligne de question. C'est-à-dire que là, on est dans une conversation sur apprendre par les livres ou apprendre par l'expérience, et que cette ligne de question-là, elle est en train d'arriver un petit peu à maturité, et il va falloir penser à faire ce que les aviateurs appellent une ressource, c'est-à-dire peut-être à ouvrir une nouvelle ligne de question, à changer de direction. Alors, Isabelle, Caroline, troisième. Tu nous as dit que ça te permettrait de voir plus loin, et grâce à la parenthèse exceptionnelle, on a compris que le livre de Dina avait été chouette pour toi, et du coup je me demandais où est-ce qu'il t'avait amené celui-là, le livre? Florence, qui a dit qu'il ne faut pas traînasser? Qui c'est de toi que tu préfères par moment regarder une série télé un peu nulle, je ne sais pas tout à fait ton mot, que de privilégier la lecture? Donc, 3 questions avec 2 changements de direction qui sont proposés quand même déjà, super, bravo. Et vous avez donc, si on analyse brièvement ces questions, on a Isabelle, cette question-là, on repart d'une exception pour construire quelque chose pour construire quelque chose de préféré. La question de Caroline, c'est une question de déconstruction. Hein, la question de Chantal, c'est plus une question qui essaie d'aller vers du remembrement, hein, c'est-à-dire vers le club de vie, sachant que jusque-là, toutes les tentatives qu'on a eues pour contacter des questions de remembrement ont été infructueuses pour l'instant. Donc tu
veux que je prenne la troisième. Pas du tout, pas du tout. Alors là, sûrement pas. Ah non, 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 surtout pas, je ne veux pas induire, je fais simplement. Alors c'est difficile de commenter les questions, c'est-à-dire d'être à la fois en méta, donc d'être à la fois dans la salle avec le micro sur la scène et en méta, mais c'est assez sympa aussi en même temps. Je ne veux surtout pas influencer, je veux juste vous montrer que c'est bien de revenir avec des questions de remembrement de temps en temps et vous dire que c'est la troisième question de remembrement qui est posée et que à chaque fois Florence a choisi les deux autres. Donc je n'en déduis rien et je ne veux surtout pas te pousser à prendre une question de remembrement, mais je le remarque comme quelque chose de curieux et d'exotique. Voilà. Y a-t-il une de ces trois questions qui te... Alors, ouais, je vais, alors... Alors, j'avais pas remarqué que je ne choisissais pas les questions de remembrement. Ah merde, c'est influent alors. Oui, parce que c'est vrai qu'au final, j'aurais préféré prendre la deuxième question, qui n'est donc toujours pas une question de remembrement. Eh ben c'est très bien, super. Mais après, la troisième question me convient aussi, c'est pas... Non, 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 c'est très gentil. Spontanément, on va prendre la deuxième question. C'est très gentil de dire que la troisième question te convient aussi. Et donc, je suis exotique. Non, tu es exotique. Non, je n'irai pas jusqu'à tirer une conclusion identitaire aussi intense. Et, ou alors, chaque client est exotique. Oui, ça marche. Florence, qui a dit qu'il ne faut pas traînasser? Moi. Pardon ? C'est moi-même qui me dis ça. Okay. Est-ce que, avant de te le dire à toi-même, est-ce que tu l'as déjà entendu dire ou vu dans un film éventuellement, ou dans un livre, ou entendu dire dans ta famille, ou par des personnes, avant de te le dire à toi-même ? Non, et même ma famille trouve que je devrais traînasser plus. Ah, c'est super intéressant. Est-ce que tu aurais une petite anecdote à partager avec nous au sujet d'un membre de ta famille qui t'inciterait à traînasser plus ? Mon mari, par exemple, qui trouve que je bouge tout le temps et qui ne comprend pas que, par exemple, je n'ai jamais fait une seule sieste de toute ma vie. De toute ta vie? De toute ma vie. Alors, pas tout à fait toute ma vie, sauf quand je me couche à 4h du matin ou 5h du matin, mais ça fait très très longtemps, où là, je dormais un petit chouïa, mais c'est vrai que je n'y arrive pas, donc je suis plutôt tout le temps en train de bouger. Moi, j'ai beaucoup entendu dire que c'était pas bien de traînasser. Je ne sais pas exactement, maintenant que j'y réfléchis, grâce à cette réponse-là, je ne sais pas exactement où je l'ai entendu le plus, mais c'est quelque chose qu'on entend à l'école, qu'on entend dans la société. Donc je me demandais si tu avais été en contact avec cette idée avant de la faire tienne, tu vois, c'était ça un peu la question. Alors même si je n'ai jamais fait mienne cette idée, je pense que ma grand-mère disait tout le temps l'avenir est à ceux qui se couchent tôt, parce que si tu te lèves dehors, c'est quoi le concept? Oui, tu te lèves tôt, tu te couches tôt, enfin, moi je trouvais ça insupportable. On s'en fout du concept. Ta grand-mère, elle disait quoi exactement? L'avenir est à ceux qui se lèvent tôt. Ah, qui se lèvent tôt. Alors que moi j'ai toujours été plutôt, tu vois, on traîne un peu, on se lève tard. Voilà. Ouais. Mais cela dit, dès qu'elle disait ça, je savais que je trouvais ça un peu déconnant. Après, j'ai aussi effectivement un père qui bossait beaucoup, tout le temps. Donc je pense que tous ces petits trucs-là, au départ, ça a dû rentrer dans ma tête quand j'étais plus jeune et que j'essaye très certainement de déconstruire toujours au fur et à mesure, de dire, bah non, on peut aussi peut-être traîner, mais j'ai peut-être pas encore fait ce pas de dire c'est ok de traîner. Ou de traînasser, c'est le mot que j'ai utilisé tout à l'heure. Alors justement,
Tu as utilisé traînasser au départ et maintenant tu dis traîner. Est-ce que je peux te demander, si on fait un zoom et qu'on éloigne ces deux mots l'un de l'autre, qu'est-ce qui est différent entre traîner et traînasser? Toi. Alors déjà, à l'oreille, traînasser, c'est quand même très moche. Voilà. Traîner, c'est un petit peu plus joli. Et l'idée serait peut-être de commencer à utiliser un mot plutôt que profiter plus que traîner, qui serait plus acceptable très certainement vis-à-vis de moi-même. Profiter. Ouais. Profiter, voilà. Donc, est-ce qu'il y a une autre remarque à ce moment de la conversation, donc où on ouvre des bulles méta? Ça te gêne pas? Non, non, du tout. D'accord, donc là on est dans une bulle méta, vous voyez. Ça on a la grand-mère de Florence qui vient de faire son apparition dans la conversation, et donc nous l'avons vu, nous l'avons entendu, nous l'avons vu arriver, et peut-être qu'on souhaiterait en savoir plus sur sa grand-mère. Donc est-ce qu'on a des questions? Le mot c'était que elle parlait de traînasser jusque-là. Et ensuite, dans un deuxième temps, dans la dernière réponse, elle a dit traîner à la place de traînasser. Et donc, c'est pas tout à fait le même mot. Et c'est intéressant quand le client renégocie un mot qu'il emploie. Et c'est-à-dire que le mot a été renégocié, un mot qui n'était pas joli à entendre. Et donc, non, c'est pas à ce moment-là. Elle a dit, elle était sur traînasser. Et ensuite, elle a dit traîner. Et moi, j'ai posé la question de dire, tiens, c'est marrant, tu disais traînasser, maintenant que tu dis traîner. Et donc, j'ai essayé d'accroître la différence. Parce que dès que j'entends une différence, j'essaie d'augmenter la différence. C'est là qu'elle a dit profiter. Et donc, elle a dit, bah oui, traînasser, c'est moche. Traîner, tu t'as dit quoi, c'est moins moche ou c'est plus joli. Et ça serait bien même C'est ça, d'aller plus loin. D'aller plus loin et de trouver un autre mot. Et qu'en changeant le mot, ça m'aiderait à accepter l'action en elle-même. Voilà, exactement. Et donc c'est très intéressant parce que la cliente là, elle est en train de renégocier l'histoire. Elle est en train de renégocier l'histoire qu'elle se raconte sur une pratique, qui est la pratique de ne rien faire ou de ne rien faire de productif. Donc et à un moment donné, et non seulement il y a une petite renégociation dans le passage de traînasser à traîner. Il y a une petite renégociation, mais après, quand elle passe de traîner à profiter, là, c'est une énorme renégociation, parce que là, on ouvre une nouvelle conversation, et j'espère que vous allez vous saisir de ce profiter pour faire ce rebondissement dans une conversation préférée. C'est elle qui l'a amené, elle vient de l'amener, parce qu'elle dit, et même, sans même qu'on pose une question, elle dit, oui, et bien même traîner, il pourrait y avoir un autre mot qui m'aiderait plus, et le mot qui viendrait, c'est profiter. Donc là, on est à un moment clé, on est à un tournant de la conversation, parce qu'on est sur une plateforme où il y a du préféré qui est en train de s'installer, il y a une renégociation. La renégociation de l'histoire, Florence renégocie le mot avec elle-même. Oui, puis elle dit même quel effet ce nouveau mot aurait dans sa vie, comment il serait transformateur. Voilà. Et donc, vous allez lui offrir de magnifiques questions pour l'aider à échafauder pour l'aider à échafauder cette nouvelle pratique qui va être une pratique de profiter. Ce mot de profiter est venu quand même. On peut imaginer, et c'est moi dans ma pauvre tête, hein, attention, voilà. On peut imaginer que mamie a fait un petit cadeau là. Voilà, on peut imaginer qu'il y a eu le proverbe de l'avenir qui appartient à ceux qui se lèvent tôt. On peut imaginer qu'il y a eu un petit peu d'externalisation qui a permis à se profiter d'émerger. Ça c'est moi dans ma pauvre tête qui imagine ça. Voilà. Florence, je voulais te demander, qu'est-ce que tu vas faire pour profiter que tu ne faisais pas quand tu traînassais? J'aurais aimé demander à Florence qu'est-ce qu'elle pourrait faire quand elle ne fait rien. D'accord. Et Florence, de quoi tu as envie de profiter? Je prends la première. Première question, d'accord. Alors je repars vers le fond. Alors Florence, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui pour profiter que tu ne faisais pas quand tu traînassais?
a une question qui va dans le mouvement de la conversation. On a une question qui propose d'épaissir l'histoire fine qui a émergé avec Profiter, et de l'épaissir en contre-histoire de l'histoire dominante de Trénacé. Vous voyez ? Donc c'est vraiment épaissir une contre-histoire. Donc c'est une question qui aide ça. Et c'est vrai que j'ai choisi cette question parce que je me suis dit que ça allait m'obliger à réfléchir encore plus à ce que j'avais dit avant. Donc, voilà. Super. Et bien, ce que je vais faire pour profiter, ça va être de me dire justement, tiens, et si je me remettais à lire un peu plus ? Voilà. Mais en faisant un mixte aussi entre peut-être si je réfléchis maintenant en disant, bah, tiens, en lisant des bouquins qui m'aident dans ma pratique, mais aussi des livres, des romans, des choses comme ça, que ça je lis un petit peu moins en ce moment. C'est peut-être cette partie-là qui me manque peut-être un peu plus en ce moment, de m'être cantonnée à des livres plus pour améliorer ma pratique, et de dire il faudrait que je retrouve aussi le bouquin qui est juste là pour me raconter une histoire aussi, finalement. D'accord. Et à part lire des bouquins qui sont juste là pour te raconter une autre histoire, qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre pour profiter ? Alors après, je profite, je vais aussi beaucoup au cinéma, je fais du sport, je fais beaucoup de choses aussi d'autres. Et puis j'ai 3 enfants, donc ça me prend aussi du temps. Et je travaille beaucoup, donc ça prend aussi du temps. Mais c'était juste pour peut-être refaire le lien avec ce début de conversation, c'était de cet échange, c'était de retrouver un lien avec les livres que j'ai perdus pour continuer à me stimuler intellectuellement. D'accord. Ok. Alors, à vous, là on est la 20e question. Ça veut dire qu'en moyenne, on fait, c'est 1 minute par question, dans une conversation narrative moyenne. Donc ça veut dire que dans une vraie conversation, on est à 20 minutes. Hein, donc pour repérer un peu. Alors, donc on est sur... on est revenu en méta. Hein. J'ai essayé d'élargir, puisque profiter, qu'est-ce que tu vas faire pour profiter que tu ne faisais pas quand tu Trénacé ? Je vais lire des livres, je vais lire plus de livres, et je vais lire pas tout à fait le même genre de livres, je vais lire un peu plus des romans que je lis moins. Et donc là, j'essaie d'élargir la plateforme, profiter. Est-ce qu'il y a autre chose que tu vas faire pour profiter, autre chose en plus de lire des livres ? Et Florence revient sur non, je vais lire des livres, je vais lire des romans. Donc c'est surtout ça qu'elle va faire pour profiter. Hein. Donc, comment est-ce qu'on travaille ? Qu'est-ce que vous proposez à partir de là ? Florence, je vais revenir un peu en arrière dans la conversation. Tu disais plutôt que tu aimerais, en apprenant avec les livres, que certaines choses rentrent mieux. Tu disais ça comme ça. Et donc je me demandais, dans ton optique de lire des romans, qu'est-ce qui rentrerait dedans ? C'est quand tu fais des expériences et que tu fabriques tes connaissances, celles qui te permettent de réajuster, etc. Cette compilation, ce livre des connaissances expérimentales que tu fabriques, est-ce que tu es la seule à en avoir profité ou est-ce que d'autres en ont profité aussi ? Florence, imagine un roman frappe à ta porte et n'importe quand, du jour ou de la nuit, et il frappe, toc toc, j'arrive. Qu'est-ce que tu crois qu'il faudrait qu'il te dise pour que tu ouvres ta porte et que tu le fasses ton ami? Je vais prendre cette dernière question. Alors, cette dernière question, très jolie question, vous avez entendu. C'est une question scénarisée. J'ouvre une bulle méta, parce que je cherchais un peu le moment où ça arrive. C'est une question scénarisée. Alors, ça c'est passionnant, les questions scénarisées. C'est des questions où vous proposez à la cliente une expérience imaginaire, de vivre une expérience imaginaire métaphorique.
et où elle est invitée à s'imaginer dans une situation métaphorique et à vous raconter, donc vous lui racontez le début de l'histoire, le début de la métaphore, et vous l'invitez à faire la suite. Alors, faute d'autres mots, moi j'appelle ça des questions hyper scénarisées. Pourquoi ? Parce que la question est assez longue, et la question c'est un peu un scénario que vous allez proposer, un petit film que vous allez proposer à la cliente pour... donc il faut lui raconter le début du film pour qu'elle puisse devenir le personnage et continuer l'histoire. Ce sont des questions très intéressantes. Michael White et David Epstein faisaient beaucoup de questions de ce type-là. Les questions de Michael, je suis moins familier, mais les questions le travail de David que je connais très bien, c'est quelque chose qu'il a vraiment beaucoup développé, et je vous raconterai un exemple si on a le temps un petit peu plus tard. Donc, mais voilà, ce sont des questions aussi, ce sont des questions qui sont un peu hypnotiques. Il y a quelque chose, il y a un lien dans ces questions hyper scénarisées, il y a un lien avec l'hypnose ericksonienne, une partie de l'hypnose ericksonienne qu'on appelle l'hypnose conversationnelle, et ce sont des conversations hypnotiques, c'est-à-dire qui proposent au client d'être à la fois ici et maintenant et d'être à la fois ailleurs et à un autre moment, dans un monde où tout est possible, c'est-à-dire dans un monde où les livres peuvent frapper à la porte et dire bonjour. Donc je t'invite à reposer cette question. Je peux faire un peu. Et après ces questions scénarisées, je me demande toujours en fait à quel moment de la conversation je peux les amener. Parce que très rapidement, j'ai envie d'aller dans ces questions scénarisées. Et je me demande si la question de l'alliance avec le client ou du patient est importante avant d'y arriver. Alors quelquefois oui. Quelquefois, les gens me disent je comprends pas ce que vous me dites, donc c'est trop tôt. Enfin voilà, c'est une question. Tu as une idée là-dessus? J'ai une idée là-dessus, bien sûr. Ouais. J'ai une réponse d'expert là-dessus. Ouais. Si le client te renvoie ta question dans la figure, c'est que c'est trop tôt. Si le client te fait un grand sourire et qu'il commence à partir ses yeux dans le ciel et qu'il commence à répondre à ta question, c'est que c'est le bon moment. Oui, c'est vrai. La question c'était, imagine, un roman arrive et il frappe à ta porte. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il te dise pour que tu fasses de lui ton ami? Il faudrait qu'il me dise, tu verras, après même pas 2 pages, tu n'auras pas envie de me refermer. Et tu en as déjà rencontré des comme ça? Pas souvent, hélas, mais certainement oui, mais il y a très longtemps. Tu aurais une idée d'un roman comme ça où tu ne pouvais pas le refermer après 2 pages? Ça doit faire... qu'est-ce que j'ai parlé? Même un très ancien. Oui, il y en a un que j'avais beaucoup aimé, c'était Ensemble c'est tout. Celui-ci, j'avais du mal à le refermer. En plus, il était gros, mais je l'ai lu assez rapidement. Tu t'en souviens bien? Oui. Tu t'en souviens, Ensemble c'est tout, tu t'en souviens bien, d'Anna Gavalda. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans les 2 premières pages de Ensemble c'est tout qui fait que tu n'as pas pu le refermer? Non, ça tu ne te souviens pas? Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir dans les 2 premières pages d'un roman qui va faire que tu ne le refermes pas? Quels sont les ingrédients pour capter ton attention suffisamment pour que tu aies envie de continuer ensuite? Il faut que l'écriture soit fluide pour moi, pour qu'en fin du paragraphe, je ne sois pas en train de me dire qu'est-ce qu'il vient de dire et d'être obligée de relire le paragraphe en fait. C'est tout? Oui. C'est une question d'écriture, non? Surtout, oui. D'accord. Mais ça peut être sinon n'importe quel sujet, n'importe quel personnage, mais il faut que l'écriture te plaise. Oui. D'accord. Parce qu'à partir du moment où l'écriture de la personne, je trouve ça soit trop alambiqué, ou si ça ne correspond pas à ma manière de réfléchir, si je me sens obligée de relire
un paragraphe, je me dis que le bouquin, je ne vais jamais le terminer. Alors, consigne. Là, on est en train de partir dans la critique littéraire. D'accord? Ma faute. Donc, je voudrais une question qui puisse nous faire revenir vers profiter. Parce que profiter, c'était quand même quelque chose de magnifique et d'étincelant, de brillant, de chaud. Vous voyez? Et donc, comment est-ce qu'à partir de cet endroit-là où on est dans la critique littéraire, on peut revenir vers profiter? La question c'est, tu as dit tout à l'heure que c'était la stimulation intellectuelle qui t'attirait, moi je voulais juste savoir qu'est-ce que ça dit de toi d'important, le fait d'avoir de la stimulation intellectuelle, quoi. En quoi ça t'attire, quoi, la stimulation intellectuelle? Oui, Florence, j'aimerais savoir à qui ça va profiter que tu profites. Moi, Florence, j'aimerais bien que tu me présentes Profiter. Je vais prendre la deuxième. La deuxième, ok. Ouais. Alors, la deuxième, Françoise, bien tentée. Bien tenté, mais court pour installer la métaphore, tu vois. Et trop tôt pour moi, je pense. Hein? Et trop tôt pour moi. Et trop tôt. Vas-y, alors explique. On est encore en méta. Oui, oui, tout à fait. J'aurais envie de dire trop tôt pour moi et peut-être trop court comme question, je sais pas. Ouais, c'est ça. Ouais, présenter, profiter. Tu pars sur une nouvelle conversation. C'est une super idée. Ce que je veux dire, c'est que voilà un exemple de question. On a une super intention qui est de personnifier narrativement profiter et d'en faire une entité narrative. Et c'est une super bonne idée, mais c'est l'exécution qui ne va pas. Parce que tu dis présente-moi profiter et comment ça, présente-moi profiter alors, si profiter, c'était un petit personnage, comme il y a les Schtroumpfs, tu vois. Dans Harry Potter, il y a les elfes de maison. Dans la Guerre des Étoiles, il y a Yoda qui est un petit personnage, et si profiter c'était un petit personnage, à quoi est-ce qu'il pourrait ressembler? Tu vois, là je ne dis pas que c'est une super question, mais je vous donne un exemple de la façon dont on peut installer un scénario dans une question comme ça. Je ne sais pas si ça t'aurait plus parlé, mais tu vois, donc elle débarque un peu trop de nulle part. Mais super idée. Gardez l'idée de personnifier des mots préférés et d'essayer de construire des métaphores parce que l'intention est super. À qui cela profiterait que tu profites? Alors, à qui cela profiterait que je profite? Ça profiterait aux personnes que j'accompagne parce que je me dis que ça m'apporterait des éléments, d'autres choses. Ça profiterait aussi ça profiterait aussi à mes enfants, très certainement, pour échanger sur d'autres sujets que ceux sur lesquels on échange habituellement. Donc je dirais ma famille proche et les personnes avec qui je travaille. Oui. Ta famille proche? Ouais. Ta famille proche, les personnes avec qui tu travailles? Ouais. Est-ce que tu as une idée de comment est-ce que ça profiterait à ta famille proche? Déjà chez nous on parle déjà beaucoup, mais je me dis que ça peut être aussi une idée de vouloir échanger sur un livre que j'aurais lu, qui m'aurait plu et où je pense que ça pourrait leur plaire également, par exemple. Tu as combien d'enfants? J'ai 3 filles. 3 filles. Tu as 3 filles, quel âge elles ont? 23, 21 et 17. D'accord. Attention, question scénarisée. Imagine qu'un jour, tu invites tes 3 filles à la maison pour passer un dimanche et que tu leur dises, voilà, j'ai une proposition à vous faire, on va passer toute la journée à profiter. Est-ce que tu veux bien me raconter comment elle serait cette journée? Alors déjà, pour la dernière, elle adorerait parce que je pense que dans le concept, ce serait chouette, je vais passer la journée en pyjama. Donc, en pyjama. Voilà, donc,
On est d'accord qu'on n'est pas à traînasser, on est à profiter. On profite. Alors, on reprend sur profiter. Alors, comment on ferait notre journée à profiter? Je pense que, vu que j'ai ma fille aînée qui cuisine excessivement bien, enfin, elle est vraiment une grande chef, je pense qu'on ferait un mélange d'atelier cuisine, dégustation. Mon mari qui a été prof dans une école d'œnologie, je pense qu'on compléterait avec des trucs très sympas. Voilà, et puis je pense qu'on serait tous les 5 dans le canapé aussi à regarder un film. Et ta deuxième fille, quelle serait sa contribution au profitage? Sa contribution à être sûr que tout est bien installé, tout est en place, tout le monde a bien sa place sur le canapé. D'accord. Et la troisième, donc, qu'est-ce qu'elle ferait avec, en pyjama donc, Oui, mais très certainement, oui. Et la troisième, qu'est-ce qu'elle ferait pour profiter? Elle ferait partie de... Je ne comprends pas en fait ta question. Et tu dis ton mari s'occupe de l'œnologie, ah oui, il est né la cuisine. Oui. La deuxième, elle vérifie que tout va bien. Donc toi, tu crées le contexte et le projet. Donc il y a la troisième. Elle se laisse vivre joyeusement avec le reste de la famille. Alors, elle serait modélisante. Oui. Ce que tu me dis, c'est qu'il faudrait que je la suive plus, c'est ça? Pas du tout. Non, pas du tout. Ok, d'accord. Et comment tu te sens quand tu parles de cette journée? Voilà, un moment d'harmonie, d'amour en famille, à profiter, très certainement un souvenir qui resterait longtemps. Je visualise un moment d'harmonie, d'amour en famille, un souvenir qui reste très longtemps. Est-ce que c'est une belle piste d'atterrissage pour cette conversation? Très bien. Je te remercie beaucoup. Merci Pierre. Je propose d'applaudir Florence. Et mon anecdote sur la question hyper scénarisée, je vais peut-être commencer par ça. C'était une cliente qui était sculptrice et qui me parlait de sa difficulté à assumer à la fois sa vie professionnelle assez absorbante et d'élever sa fille, de s'occuper de sa fille. Et comme elle était souvent en déplacement, elle se sentait coupable de ne pas suffisamment accompagner sa fille, et elle se demandait si elle ferait pas mieux de laisser tomber son activité de sculptrice, ou en tout cas de la mettre très sérieusement en veilleuse pour pouvoir s'occuper de sa fille. Et donc elle était dans ce dilemme depuis longtemps, et un coup elle pensait arrêter, un coup elle pensait continuer, et elle était vraiment en train de tourner en rond dans ce choix. Alors on parle de sa fille et elle me décrit cette jeune fille, et elle me dit que sa fille est passionnée de photos. Et donc je lui propose la question suivante, une question scénarisée, ultra scénarisée. Je lui dis, imagine, on est dans 25 ans, ta fille va donc avoir 40 ans, elle a la quarantaine et elle est devenue une immense photographe. Elle est reconnue, ses photos sont publiées dans tous les magazines de photos, dans tous les magazines artistiques. Elle a fait des expositions à Paris, Londres, New York. Elle est extrêmement reconnue, et un jour, il y a une rétrospective de son travail, bien qu'elle soit très jeune. Il y a une rétrospective de son travail qui est organisée au Metropolitan Museum. Évidemment, elle t'envoie une limousine, te cherche à l'aéroport, tu es invité, il y a une grande cérémonie, une grande représentation, et tu es invité à cette représentation, et donc tu te prépares, tu es à l'hôtel à New York, tu te prépares, tu as envie d'être élégante, j'imagine. Ah oui. Et alors, comment est-ce que tu vas t'habiller pour cette représentation? Je pense qu'il faut mettre une robe de soirée quand même. Non, mais tu peux t'habiller comme tu veux, il peut y avoir aussi des accessoires différents. Ah oui, d'accord, je mettrai peut-être
peut-être une robe de soirée, mais des baskets quand même. Ah d'accord, une robe de soirée, des baskets. Donc la limousine arrive, tu descends, tu es à l'hôtel Pierre à New York, super limousine, tu arrives, il y a une assistante qui vient te voir, ah, vous êtes la maman, ah ben voilà, vous avez une place réservée au premier rang, on te conduit au premier rang, et tu vois tout ce monde-là qui est venu pour ta fille, comment ça te fait? Ah, c'est hyper émouvant. Et donc tu t'assois au premier rang et à un moment donné il y a un petit film qui a été fait sur son travail et puis ça revient, la salle revient dans la lumière, il y a un tonnerre d'applaudissements et tu vois ta fille qui monte sur scène, ta fille à toi, et elle monte sur scène dans la lumière et ah ouais, c'est hyper émouvant, et elle va prendre le micro, elle va au pupitre, elle prend le micro et elle dit voilà, merci beaucoup, merci à tous, il y a une personne en particulier que j'aimerais remercier tout particulièrement, c'est ma maman. Parce que à un moment donné de notre vie, quand on vivait toutes les deux, elle a pris une décision, elle a fait un choix qui a été un choix extraordinaire. Et ce choix qu'elle a fait à un moment donné, ça a été une révélation pour moi, et c'est là-dessus que j'ai construit toute ma carrière de photographe. Et je regarde la cliente et je lui dis, ce choix, c'était quoi? Elle me dit, bah, j'ai continué à bosser, bien sûr. Voilà, donc c'est cet exemple de... Dans les questions hyper scénarisées, vous allez, vous les posez pas depuis le cortex, ces questions-là. Ce sont des questions hyper émotionnelles aussi. C'est-à-dire que j'ai essayé de vous le faire ressentir dans la façon dont je le raconte. Donc, dans le scénario, pour qu'un film soit intéressant, pour qu'une question soit intéressante, il faut qu'il y ait de l'émotion, il faut qu'il y ait de l'aventure. Faut qu'il y ait des rebondissements, faut qu'il y ait des beaux personnages, faut qu'il y ait des beaux plans. Donc c'est la recette d'une question hyper scénarisée, ben c'est la même recette qu'un bon scénario. Et donc cette émotion, cette aventure, faut les vivre vous-même. Et puis il y a des petites fenêtres où vous proposez au client de rentrer dans la question. Et ces petites fenêtres, c'est comment tu vas t'habiller, et c'est comment tu te sens, hein, c'est des questions du corps. C'est des questions qui s'adressent au corps, à l'émotion. Et ensuite, eh bien, la réponse devient évidente dans ce monde-là. Un autre exemple de question, c'est une question qu'on a construite avec Dina, qui travaille avec des jeunes en quatrième, c'est ça? Quatrième SECPA, donc qui sont des quatrièmes, on va dire ce qu'on appelait les classes de transition, hein, dans le temps. Avec des jeunes en grande difficulté scolaire. Et l'idée était, elle a créé une émission de télé, une fausse émission de télé, où ils étaient filmés et où on leur demandait quel était leur métier idéal. Par exemple, il y en a un qui dit bah, « moi, j'aimerais être inventeur ». Dans 20 ans, oui, leur métier idéal dans 20 ans. Et donc, on les emmène dans 20 ans, c'est ce que David Epstein appelle les fantômes amicaux du futur. Et donc, on les interviewe dans 20 ans comme sur un plateau de télévision sur l'immense carrière qu'ils ont eue. Donc, eh bien, c'était tu es inventeur, ou il y en avait un qui était champion de football, qui jouait au Barça, ou je sais pas où, enfin dans un super club. Et donc Dina installe, eh bien, nous avons beaucoup de chance ce soir sur le plateau des réussites. Nous recevons, je ne sais plus comment il s'appelait, nous recevons X. Eh bien, votre carrière, nous l'avons suivie à la télévision, dans vos nombreux matchs, dans vos nombreuses victoires. Merci d'avoir accepté de participer à nos émissions. Et pour nos téléspectateurs, est-ce que vous voulez bien leur raconter, c'est vrai qu'à un moment donné, vous étiez en quatrième SECPA et que ça n'était pas facile pour vous. Comment avez-vous fait? Sur quoi vous êtes-vous appuyé pour arriver, à partir de cette quatrième SECPA, à faire cette carrière extraordinaire? Et il y a une conversation sur comment est-ce que vous avez surmonté les difficultés, est-ce qu'il y a eu des difficultés, qu'est-ce qui vous a aidé? C'est-à-dire qu'à partir de cette position amenée par la question scénarisée, très rapidement, on sort du scénario et on dit qu'est-ce qui t'a aidé? Qu'est-ce qui t'a aidé à dépasser? Comment est-ce que tu as fait? Quelles sont les compétences que tu possèdes pour surmonter les difficultés? Et ça devient une conversation où la personne, eh bien, sachant qu'elle est dans le scénario où elle a très bien réussi, elle s'autorise à convoquer ses compétences et ses sagesses de vie.
Et donc, je crois, ensuite tu as su que ça avait vraiment changé l'état d'esprit de beaucoup de ces jeunes. Donc les questions hyper scénarisées, c'est ça. Ce sont des questions où vous écrivez le début d'un film, vous écrivez le début d'un court-métrage, parce que c'est une petite question quand même, hein. Vous écrivez le début d'un court-métrage, vous recrutez votre client dans le court-métrage et vous lui proposez de raconter la fin. Vous vous servez de cette situation-là du court-métrage comme d'une plateforme pour le questionner sur des compétences qui sont pas contextuelles, sur des compétences identitaires. Voilà ce que c'est que la question hyper scénarisée. Au-delà de cette question, je pense que la question qui est posée, c'est le côté hyper influent de ces questions-là. Ce sont des questions incroyablement influentes. C'est le travail de David Epstein, quand on le regarde, et certains d'entre vous étaient là une fois ou deux fois ou trois fois où il est venu, c'est hallucinant le point auquel il est influent dans ces questions. Je pense que ces questions-là, c'est des plateformes de travail. Tu vois, c'est-à-dire que ça permet à la personne de se mettre temporairement ailleurs pour changer son regard sur la situation, pour changer son regard sur son choix. Et ça ne veut pas forcément dire qu'elle va choisir de continuer son travail. C'est-à-dire que le fait qu'elle ait réagi très spontanément par ce jaillissement de dire j'ai continué mon travail, ça devient l'élément suivant de la conversation. C'est-à-dire que ça n'est pas de la magie où je propose cette question comme une espèce de dispositif magique qui permet de trouver des réponses aux questions, retour d'affection, problème, tu vois, comme les marabouts un peu. C'est une occasion de se poser différemment la question pour ensuite nourrir la conversation. C'est-à-dire que la séquence de conversation qui suit, c'est « c'est marrant ». Comment ça se fait que tu aies répondu ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Si on refait le truc au ralenti, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as ressenti? En quoi est-ce que le fait qu'elle soit primée, qu'elle fasse une grande carrière de photographe, on va pouvoir le déconstruire ensuite, tu vois? La question est hyper scénarisée, et je te remercie Geneviève de cette question qui permet quand même de la replacer dans le contexte d'une conversation. Ça n'est pas une conversation en une question, c'est une proposition pour échapper au marécage d'un problème qui te dit tu dois faire ça et tu dois faire ça en même temps, tu vois. Et à partir de là, on va démarrer à nouveau une nouvelle séquence de conversation sur le fait de construire solidement ce choix-là, ou de le remettre en cause et de dire ce choix-là finalement c'est pas forcément tu vois, tu choisis jamais, tu influences. Quand on dit les questions sont influentes, elles sont influentes parce que le client va apporter en réponse à ces questions, mais tu n'influences jamais le choix du client, c'est-à-dire tu n'influences jamais, et je dirais même jamais son choix de continuer à travailler ou de s'occuper de sa fille, parce que là, on sort totalement de notre posture. Par contre, ce qu'on va influencer fortement, c'est le regard qu'elle porte sur ce choix, pour qu'elle porte 15 regards différents de 15 endroits différents sur ce choix, plutôt que d'un ou deux endroits seulement. J'adorerais continuer cette conversation, mais il est temps de passer à table, donc voilà, je vous remercie beaucoup. Merci Florence. Voilà, merci Florence. Merci.